Le sang coulait encore de ma gorge entaillée quand j'ai vu les yeux de mon mari, froids comme la Seine en hiver, me fixer sans un battement de cils. C'était pour ton bien, Marie, avait-il murmuré, tandis que ma belle-mère, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, serrait ma bague de fiançailles dans son poing avide, la glissant à son doigt comme un trophée volé. Et puis, le noir absolu, la mort, brutale, injuste, un poison lent administré dans Montée du Soir, déguisé en accident domestique dans notre appartement haussmannien du Marais. Mais le destin, ce farceur cruel, m'a renvoyé en arrière. J'ai rouvert les yeux sur le même matin pluvieux d'octobre 2023, dans le même lit au drap de soie froissé, avec le même bourdonnement de mon téléphone annonçant l'arrivée imminente de ma belle-mère pour le thé familial. Mon cœur cognait comme un tambour de la Bastille, et ses mains encore pures, non tachées par le sang imaginaire, tremblaient en palpant la bague à mon annulaire. J'étais revenue. Vivante. Prête à tout détruire. Paris s'étalait sous mes fenêtres embuées, ce labyrinthe de pavés luisants et de façades crème où j'avais cru trouver l'amour éternel. Mais je savais maintenant, chaque sourire de François était un mensonge ciselé, chaque câlin de sa mère, Élise, un calcul empoisonné. La bague n'était pas qu'un bijou, c'était la clé d'un secret familial enterré depuis des générations, un diamant noir taillé dans les colonies françaises d'Afrique, valant des millions et portant la malédiction d'un scandale colonial, un meurtre impuni lors d'une expédition minière en 1925. Mon grand-père, un aventurier raté, l'avait rapportée, et elle était passée de main en main, maudite, jusqu'à moi. Élise l'avait convoitée dès le premier regard, voyant en elle non seulement la richesse, mais la revanche sur une vie de privation bourgeoise. Et François ? Mon mari chéri, ce golden boy de la finance parisienne, n'était qu'un pantin dans sa toile, prêt à me sacrifier pour l'héritage qu'elle lui promettait. Je me suis levé, nu sous la chemise de nuit en dentelle, et j'ai fixé mon reflet dans le miroir ancien du salon. Mes yeux verts, hérités de ma mère normande, brillaient d'une fureur nouvelle. Cette fois, je ne serais pas la mariée naïve, la designer de mode qui avait tout sacrifié pour un conte de fées haussmannien. Non. J'allais les laisser venir, les laisser tendre la main pour la bague, et puis... je frapperais. Durement. Sans pitié. Car en France, la vengeance n'est pas un plat froid, c'est un opéra sanglant, où les airs les plus beaux masquent les couteaux les plus aiguisés. Le thé fumait dans les tasses de porcelaine de Limoges, un rituel que j'avais autrefois adoré pour son parfum de bergamote et de faux-semblants. Élise était arrivée en avance, comme toujours, son tailleur Chanel impeccablement repassé, ses perles blanches étincelant comme des crocs sous la lumière tamisée de notre salle à manger. François, encore en pyjama, l'avait embrassée sur les deux joues avec cette affection feinte que je connaissais maintenant par cœur. Ma chérie, tu es radieuse, avait-elle roucoulé en s'asseyant, ses yeux glissant déjà vers ma main gauche, où la bague scintillait comme un œil accusateur. J'ai souri, ce sourire de porcelaine que j'avais perfectionné au fil des dîners mondains dans les bistrots de Saint-Germain. Merci, Élise. Et toi, tu sembles impatiente aujourd'hui. Les mots étaient sortis doux, mais avec une pointe d'acier, comme un stiletto dissimulé dans un bouquet de roses. Elle a ri, un tintement cristallin, mais j'ai vu le tic nerveux à la commissure de ses lèvres, ce même tic qu'elle avait eu la nuit de ma mort, quand le poison avait commencé à agir. Nous avons parlé de tout et de rien, les dernières expositions au Louvre, le scandale financier qui secouait la bourse de Paris, les ragots sur cette actrice déchue vue ivre dans un bar du Pigalle. François hochait la tête, distrait par son téléphone, probablement en train de texter sa maîtresse ou une stagiaire ambitieuse de son cabinet d'avocat, comme je l'avais découvert trop tard dans ma vie précédente. Mais Élise, Élise était le centre de la toile. À mi-tasse, elle a posé sa main sur la mienne, ses ongles manucurés effleurant la bague. Marie, ma belle-fille adorée, cette pierre. Elle est magnifique, mais si voyante. Dans ce monde cruel, les voleurs pullulent. Laisse-moi la garder pour toi, juste pour la sécurité. Je la mettrai dans mon coffre-fort familial, à Neuilly. Son ton était maternal, larmoyant presque, mais je voyais clair à travers, la cupidité dans ses pupilles dilatées, le souvenir de nos disputes passées sur l'héritage de mon grand-père. Dans ma vie antérieure, j'avais cédé, naïve, pensant que c'était un geste de confiance. La bague avait disparu, revendue au marché noir, et avec elle, ma vie, car Élise avait inventé une histoire de vol pour justifier le meurtre, accusant un cambrioleur imaginaire pendant que François tenait ma tête sous l'eau de la baignoire, simulant une chute. Cette fois, j'ai retiré ma main lentement, sentant le poids de l'anneau comme une encre. C'est gentil, Élise, mais non. Cette bague. Elle porte une histoire. Une malédiction,
même. J'ai laissé planer le mot, et son sourire s'est figé. François a levé les yeux de son écran, surpris. Une malédiction? Allons, Marie, tu deviens superstitieuse comme ces bretonnes de tes romans. J'ai ri doucement, mais intérieurement, mon plan se dessinait déjà. Le soir même, après leur départ, Élise partit la première, vexée, François la suivant pour un rendez-vous d'affaires qui puait l'adultère, je me suis enfermé dans mon atelier au fond de l'appartement. Mes croquis de robe étaient éparpillés sur la table, des esquisses de soie fluide inspirées des jardins de Versailles, mais ce soir, je n'allais pas coudre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, un MacBook aux reflets argentés, et j'ai tapé « Diamant noir Algérie 1925 meurtre ». Les résultats ont déferlé comme une vague article jauni numérisé de Le Figaro d'époque, des archives coloniales scannées par des historiens repentis. Le secret était là, enfoui mais accessible, mon grand-père avait tué un ouvrier berbère pour s'approprier la pierre, un acte couvert par les autorités françaises pour raison d'État. La bague n'était pas seulement précieuse, elle était radioactive, porteuse d'un scandale qui pouvait ruiner des familles entières. J'ai souri dans l'obscurité, le clavier cliquetant sous mes doigts comme les verrous d'une prison qui s'ouvre. Demain, je contacterai un journaliste freelance que je connaissais vaguement d'une soirée au centre Pompidou, un renard de la presse People, avide de scoop. Mais pas encore. D'abord, je devais enfoncer le clou subtilement. J'ai envoyé un texto à François, mon amour, Élise semble obsédée par ma bague. Crois-tu qu'elle en sait plus sur son histoire? Sa réponse a fusé, ne sois pas parano, chérie. Maman t'adore. Mensonge. Pur mensonge. Les jours suivants ont été un balai de tensions masquées. Élise m'a invité à un déjeuner au café de Flore, ce sanctuaire des intellectuels où Sartre avait jadis siroté son absinthe. Assise sous les miroirs anciens, face à des croissants encore tièdes, elle a recommencé, « Marie, pense à notre famille. François et toi, vous voyagez tant à Cannes, Monaco. Et si on te la volait ?» Ses yeux imploraient, mais je voyais l'avidité, la même qu'elle avait eue en enfilant la bague sur mon cadavre. J'ai feint l'hésitation, mordillant ma lèvre comme la jeune mariée que j'étais censé être. Peut-être. Mais il y a cette légende. Mon grand-père l'a ramenée d'Algérie, et on dit qu'elle porte le sang d'un homme. J'ai baissé la voix, comme pour confier un secret. Élise s'est penchée en avant, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air comme un gaz toxique. Du sang? Raconte-moi tout, ma fille. Et j'ai raconté une version édulcorée, juste assez pour la pâter. L'ouvrier assassiné, le scandale étouffé, la valeur inestimable sur le marché noir. Ses pupilles se sont dilatées comme des puits sans fond. À la fin du déjeuner, elle a serré ma main, garde-la en sécurité, alors. Mais souviens-toi, la famille d'abord. En partant, j'ai vu son reflet dans la vitre, un sourire carnassier. Ce soir-là, François est rentré tard, sentant le vin rouge et le mensonge. Nous avons fait l'amour ou du moins, une parodie de cela, ses mains sur ma peau comme des chaînes invisibles. Allongé dans le noir après, j'ai tracé du doigt la cicatrice imaginaire sur ma gorge. François, ai-je murmuré, et si ta mère voulait vraiment ma bague pour une raison plus sombre? Il a ri dans son sommeil, mais je sentais son corps se raidir. La graine était plantée. Bientôt, les fissures apparurent. Élise commença à poser des questions sur mon grand-père lors de nos dîners dominicaux à Neuilly, dans sa villa aux meubles Louis XV et aux tapis persans effrités. Était-il un héros colonial, ton aïeul? Ou un simple opportuniste, demandait-elle, un verre de Bordeaux à la main. François, assis à ses côtés, hochait la tête, mais ses yeux évitaient les miens. J'alimentais le feu, des anecdotes inventées, des souvenirs de ma grand-mère sur le fantôme qui hantait la pierre. Une nuit, après un appel tendu d'Élise, Marie, tu dois me la confier, c'est pour ton bien, François m'a prise à part dans la cuisine, sous la lumière crue des néons. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est furieuse. Cette bague, c'est rien qu'un caillou, non? J'ai levé les yeux, larmes au bord des cils, une performance digne de Sarah Bernhardt. C'est plus que ça, François. C'est mon héritage. Et si elle cachait quelque chose de pire? Il m'a serré contre lui, murmurant des excuses, mais je sentais son hésitation, ce calcul froid que j'avais vu sur son visage au moment de ma mort. Le mois passa en un tourbillon de Paris automnal, feuilles mortes dans les Tuileries, pluie battante sur les bouquinistes de la rive gauche. J'avançais mon plan comme un échiquier, j'ai rencontré le journaliste, un certain Laurent, dans un café obscur de Belleville.
Cheveux en désordre, cicatrice au menton d'une rixe étudiante, il a écouté mon histoire La bague maudite, la famille Cupide avec un éclat dans les yeux. Ça pourrait faire un beau papier dans le monde des scandales, a-t-il dit, notant frénétiquement. Mais il me faut des preuves. Une photo de la pierre, un document d'archives. J'ai promis, et en partant, j'ai glissé dans sa poche une enveloppe avec une copie scannée d'un vieil article colonial. La toile se resserrait. Élise, sentant le vent tourner, passa à l'attaque. Un après-midi, elle débarqua sans prévenir, un bouquet de lys funèbres à la main, ironie du sort. Marie, ma pauvre enfant, j'ai fait des recherches. Cette bague. Elle attire les ennuis. Laisse-moi t'aider. Ses mains tremblaient légèrement, était-ce la peur, ou l'excitation? J'ai refusé poliment, mais pas sans planter une autre graine. Sais-tu que mon grand-père a écrit un journal? Il est dans un coffre à la BNP, à Bastille. Peut-être y a-t-il des détails compromettants. Cette nuit-là, François et moi avons dîné au Tour d'Argent, avec vue sur Notre-Dame encore en échafaudage post-incendie. Les canards laqués fondaient sur la langue, mais le vin avait un goût amer. Élise est inquiète pour toi, a-t-il dit, piquant sa fourchette dans la chair. Elle dit que tu parles trop de cette malédiction. C'est ridicule, non? J'ai posé mon couteau, le regard fixe sur la scène en contrebas. Et si ce n'était pas ridicule? Et si ta mère voulait la vendre, François? Pour nous ruiner? Il a blêmi, son verre suspendu. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure du doute, peut-être même de la peur. Ne dis pas de bêtises. Maman nous aime. Mais ces mots sonnaient creux, comme un écho dans la cathédrale en travaux. Le lendemain, l'orage éclata littéralement. Une pluie torrentielle fouettait les rues quand Laurent m'appela, j'ai vérifié tes archives. C'est du lourd. Un meurtre colonial, couvert par le Quai d'Orsay. Si ta belle-mère est impliquée. Je l'ai coupé, pas encore. Mais bientôt. J'ai raccroché, le cœur battant, et j'ai sorti la bague de son écrin. Sous la loupe de mon atelier, le diamant noir révélait ses inclusions et des veines sombres comme des veines de sang figé. J'ai pris une photo haute résolution, l'ai envoyée à Laurent avec une note, publie-la dans 2 semaines. Et mentionne la famille Duval, celle de ma belle-mère. Élise réagit comme une lionne blessée. Elle m'invita à un thé réconciliateur dans son salon de Neuilly, entouré de portraits ancestraux au regard sévère. Marie, tu me fais du mal, gémit-elle, des larmes de crocodile coulant sur ses joues poudrées. Cette bague, je la veux pour protéger François. Il a des dettes, tu sais? Le cabinet d'avocats coule. Première craquelure, l'aveu des ennuis financiers, ce château de cartes que j'avais deviné dans ma vie passée. J'ai feint la compassion, posant ma tasse. Dis-m'en plus, Élise. Peut-être puis-je aider. Et elle a craqué, les mots jaillissant comme un geyser, les prêts usuraires, les investissements foireux à la Côte d'Azur, la peur de la ruine sociale. La bague. Elle vaut une fortune. Juste un prêt, Marie. Pour la famille. Ses yeux suppliaient, mais je voyais le calcul, une fois la pierre en main, adieu Marie, adieu scandale. J'ai hoché la tête, promettant d'y réfléchir. En sortant, sous la pluie qui ruisselait sur les grilles forgées de la villa, j'ai souri pour la première fois vraiment. Le piège se refermait. François, ignorant tout, m'attendait à la maison avec un bouquet de roses, geste pathétique pour apaiser la tension. Nous avons fait l'amour ce soir-là, mais mes pensées étaient ailleurs, sur le visage d'Élise quand la vérité éclaterait, sur le craquement de leur empire qui s'effondrerait comme un vieux pont sur la Loire. Les semaines suivantes furent un crescendo de paranoïa. Élise m'envoyait des messages larmoyants, François des excuses mielleuses. J'ai commencé à fouiller discrètement, un soir, pendant qu'il dormait, j'ai piraté son téléphone avec un logiciel basique appris sur un tuto YouTube, message compromettant avec la stagiaire, virement suspect vers un compte offshore au Luxembourg. Et pire, un email d'Élise à un joaillier de la place Vendôme, achat discret d'un diamant noir. Prix max 2 €. Il complotait depuis des mois. Mon alliance avec Laurent s'épaississait. Nous nous voyions dans des cafés anonymes du 18e, échangeant des dossiers chiffrés. Ça va faire du bruit, murmurait-il, ses yeux brillants d'ambition. Un article sur les fantômes coloniaux, les familles parisiennes ruinées par l'avidité. Avec ta bague comme star. J'acquiesçais, mais intérieurement, je calculais le timing, juste avant Noël, quand les Duval fêtaient leur réunion familiale à Deauville, sous les guirlandes et le champagne.
Puis, le premier coup de théâtre. Une nuit, réveillé par un bruit, je surpris François dans le salon, penché sur mon bureau, fouillant mes tiroirs. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je lancé, la voix un fouet. Il sursauta, un papier froissé à la main, une copie de l'article Colonial. Rien. Je cherchais des factures. Mensonge grossier. Je l'ai giflé, la paume brûlante, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux bleus. Tu es avec elle, n'est-ce pas? Ta mère. Contre moi. Il a nié, bafouillant, mais le mal était fait. Le lendemain, il partit en voyage d'affaires direction Neuilly, j'en étais sûr. Seul dans l'appartement, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon retour, non pour lui, mais pour la femme que j'avais été, aveugle et confiante. Puis, séchant mes larmes, j'ai appelé Laurent, avance la publication. Une semaine. Paris, cette putain de ville lumière, semblait complice. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des yeux moqueurs tandis que je marchais le long des quais, la bague lourde à mon doigt. La vengeance n'était plus un fantasme, c'était une symphonie qui montait, note par note, vers le crescendo. La publication tomba comme une guillotine sur la place de la Concorde. Le 15 novembre 2023, Le Monde des scandales titrait en une, Le diamant maudit des colonies, un trésor taché de sang refait surface à Paris. L'article, signé Laurent Duval, ironie du nom, qu'il avait choisi pour l'occasion, dépeignait la pierre comme un relique empoisonné, volé en Algérie sous le protectorat, lié à un meurtre brutal en 1925, et maintenant aux mains d'une jeune héritière parisienne anonyme. Pas de nom précis, pas encore mon idée, pour laisser mijoter la peur. Mais les photos, les photos granuleuses de la bague, grossies pour montrer les inclusions sanglantes, et un portrait flou de mon grand-père, moustachu et colonial, suffisaient à faire trembler les Duval. François rentra ce matin-là, le journal froissé dans sa mallette Louis Vuitton. Son visage était cireux, comme un masque de cire au musée Grévin. Marie. C'est toi qui as fait ça? Sa voix était un murmure brisé, et pour un instant, je vis l'homme que j'avais aimé, le garçon espiègle croisé lors d'une Fashion Week à la scène musicale, avec son sourire en coin et ses promesses de voyage en Provence. Mais le souvenir de sa main sur ma gorge effaça toute pitié. Oui, ai-je répondu calmement, sirotant mon café au lait dans la cuisine baignée de lumière grise. C'est moi. Pour que la vérité sorte enfin. Il s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Tu vas nous détruire. Maman. Elle est effondrée. Les créanciers appellent déjà. Je me suis approché, posant une main sur son épaule, geste ambigu, entre tendresse et menace. Nous. Ou vous? Dis-moi, François, depuis quand complotez-vous pour me voler? Pour me éliminer? Il releva la tête, les yeux rougis. Éliminer? Qu'est-ce que tu racontes? Mais son regard fuyait, et je sus qu'il mentait à moitié. Dans ma vie passée, il n'avait pas su pour le poison et Élise l'avait gardé secret, le manipulant comme une marionnette. Mais il avait participé à l'accident, tenant ma tête sous l'eau pour simuler la noyade. Je sais tout, ai-je menti, pour le tester. Le thé empoisonné, la baignoire. Ta mère et toi, pour l'argent. Un silence de tombeau s'installa, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise héritée d'Élise elle-même. Puis, il craqua, ce n'était pas censé aller si loin. Maman voulait juste la bague. Elle a dit que tu étais fragile, que tu la perdrais. Et puis, l'argent. Les dettes nous étouffaient. Mais je t'aime, Marie. Je te jure. Des larmes coulaient, sincères peut-être, mais trop tardives. J'ai retiré ma main, froide comme la marbre d'un mausolée du Père Lachaise. L'amour? C'est ça, ton amour? Me regarder mourir? Il n'y a encore, supplia, mais je partis avant qu'il ne me touche. Dehors, la pluie avait cessé, laissant Paris luisant comme une lame. Direction Neuilly, pour affronter la matriarche. Élise m'ouvrit la porte en peignoir de soie, les cheveux en bataille, un spectacle inédit pour cette reine de l'apparence. La villa empestait le tabac froid et le désespoir, des bouteilles de cognac vides jonchaient la table basse. Toi, siffla-t-elle, les yeux injectés de sang. Entre, petite traîtresse. Le salon, autrefois un sanctuaire de velours et de cristal, semblait fané, comme si le scandale avait aspiré la vie des murs. Je m'assis face à elle, la bague étincelant sous la lampe art déco. Élise, le jeu est fini. L'article n'est que le début.
Le journal de mon grand-père? Il révèle tout, le meurtre, les complicités françaises, et comment la pierre a passé au Duval par un mariage forcé en 1950. Ton grand-oncle, le préfet, qui a étouffé l'affaire. C'était un bluff partiel, le journal existait, mais j'en avais inventé les détails pour la piquer. Elle blêmit, attrapant son verre d'une main tremblante. Comment sais-tu? Personne ne sait pour mon grand-oncle. Je sais tout, répétai-je, écho de ma confrontation avec François. Et maintenant, le monde saura. Sauf si tu confesses. Laisse tomber la bague, rends l'argent volé à d'autres héritiers coloniaux, il y en a des associations qui traquent ces artefacts. Ses lèvres se pincèrent, et soudain, la vipère montra les crocs. Tu crois que tu peux me menacer, petite idiote? J'ai des amis au parquet. Un mot, et tu finis en tôle pour diffamation. J'ai ri, un rire bas et théâtral, digne d'une pièce de Racine. Diffamation? Avec les preuves que j'ai données à Laurent? Les scans d'archives, les expertises gémologiques confirmant l'origine algérienne? Non, Élise. C'est toi qui tombes. Et François avec toi. À ce nom, elle se décomposa, fondant en sanglots. Mon fils. Il n'est pour rien. C'est moi. Les dettes, la honte. J'ai vu cette pierre comme un salut. Ton grand-père était un assassin, pourquoi toi, une gamine, devrais-tu en profiter? Sa confession coula comme un poison inversé, amère, libératrice pour moi. Elle raconta tout, comment elle avait appris l'histoire par des ragots familiaux, comment elle avait poussé François à m'épouser pour la bague, comment le plan du vol avait dérapé en meurtre quand j'avais refusé de la céder. Le poison était pour te rendre malade, juste assez pour que tu la donnes au médecin. Mais tu as résisté. Elle s'étouffa, et pour la première fois, je vis non la monster, mais une femme brisée par l'avidité, une bourgeoise parisienne rongée par le vide. Je partis sans un mot, laissant Élise effondrée sur son tapis persan. De retour à l'appartement, François m'attendait, valise à la main. Je pars, Marie. Chez maman. On va régler ça en famille. Son ton était suppliant, mais je vis la résignation et il choisissait son camp. Va, dis-je simplement. Mais sache que l'article suivant portera vos noms. À tous les deux. Il partit, la porte claquant comme un jugement final. Seul, je m'effondrai sur le lit, la bague pesant comme un boulet. Était-ce la vengeance que je voulais? Cette solitude âpre, ce goût de cendre dans la bouche? Paris bruissait dehors, indifférent, klaxon sur les Champs-Élysées, rire dans les brasseries. Mais intérieurement, la tempête rageait. J'appelai ma sœur, Claire, à Rouen, la seule encre restante. Viens à Paris. J'ai besoin de toi. Elle arriva le soir même, train Oméga, et nous parlâmes jusqu'à l'aube, des souvenirs d'enfance dans notre maison normande, des rêves brisés par un mariage toxique. Les jours suivants furent un maelstrom médiatique. Laurent publia une suite, la famille Duval impliquée. Secrets coloniaux et cupidité bourgeoise. Les noms étaient là, en gras, Élise Duval, veuve de banquier, et son fils François, avocat prometteur. Les tabloïds s'emparèrent du scandale Paris Match avec des photos volées d'Élise sortant de chez le notaire, voici spéculant sur un triangle infernal. Les créanciers assaillirent la villa de Neuilly, des associations anticoloniales, comme celles issues des banlieues parisiennes, exigèrent la restitution de la pierre à l'Algérie. François m'appela une fois, voix brisée au téléphone, Marie, maman est hospitalisée. Crise cardiaque. À cause de toi. Je sentis un pincement et culpabilité. Non, justice. C'est à cause d'elle, François. Et de toi. Adieu. Je raccrochai, bloquant son numéro. Mais la vengeance a son prix. Des menaces anonymes arrivèrent, lettres glissées sous la porte, rends la pierre ou crève. Élise, depuis son lit d'hôpital à l'Hôtel-Dieu, avait des alliés et d'anciens collègues de son mari, ces ombres de la finance française. Je renforçai la sécurité, alarme, serrure neuve, et un pistolet d'ordonnance hérité de mon père, chargé dans le tiroir de la table de nuit. Claire resta avec moi, sa présence un baume, nous cuisinions des crêpes normandes, rions de vieux films de Truffaut, mais la tension montait. Le point de non-retour vint une semaine plus tard. Invité à une réconciliation par un avocat des Duval, un piège évident, je déclinai. Au lieu, je contactai un gémologue indépendant à la place de la Madeleine, expertise officielle confirmant la valeur à 5 millions d'euros, et l'origine illégale. J'annonçai une vente aux enchères chez Christie's Paris,
au profit d'une fondation anticoloniale. Le communiqué fit les gros titres, héritière lance la pierre maudite, adieu aux fantômes du passé. Élise réagit depuis sa chambre d'hôpital, un appel vocal, enregistré par erreur et envoyé à Laurent. Cette salope va payer. Contacte le type au Luxembourg, on l'a fait taire définitivement. Preuve en or. Je la diffusai anonymement, et le scandale explosa, enquête policière lancée pour tentative de meurtre, perquisition à Neuilly. François, le pauvre pantin, fut arrêté en première complicité présumée. Son visage en photo d'identité judiciaire circulait sur BFM, hagard, brisé. Élise suivit, menottée devant les flashs, son tailleur Chanel froissé comme sa dignité. Je regardais tout depuis mon balcon, un verre de Sancerre à la main, la bague enfin enlevée et envoyée à Christie sous escorte. La scène coulait en contrebas, indifférente aux drames humains. Vengeance accomplie? Oui, mais vide. Car en sauvant ma vie, j'avais perdu l'illusion de l'amour. Pourtant, un twist m'attendait. Une lettre arriva, postée de Rouen, de ma mère, décédée depuis des années, mais non, c'était de Claire, avec un document joint. Le journal de grand-père, le vrai, exhumé d'un grenier familial. Et là, la révélation, le meurtre n'était pas le sien, mais celui d'un Duval, l'arrière-grand-oncle d'Élise, qui avait volé la pierre à un mineur berbère, tuant pour la garder. Mon grand-père l'avait récupérée par justice, au risque de sa vie. La malédiction n'était pas dans la pierre, mais dans la famille Duval. Je ris, amer, et appelai Laurent, nouvel article. La vérité inversée. Paris, ville de lumière et d'ombre, allait avaler une autre couche de mensonges. Mais cette fois, j'étais libre. La perquisition à Neuilly fut un spectacle digne d'un film de Polanski sombre, claustrophobe, avec des flics en civil piétinant les tapis persans comme des envahisseurs prussiens en 1870. J'ai suivi les flashs des photographes depuis mon téléphone, streamé en direct par un drone amateur sur X, anciennement Twitter, ce nid de vipères numériques. Élise, sortie de l'hôpital contre avis médical, hurlait des insanités aux agents, c'est un complot. Cette petite pute normande nous détruit. Les micros tendus comme des lances captaient chaque mot, et le clip viralisa en heures, diamant maudit trending à Paris, des mèmes comparant Élise à une milady de mousquetaires empoisonnée. François, lui, s'effondra en garde à vue au commissariat du 16e. Les journaux du soir titraient L'avocat et la vipère, complot familial pour meurtre. Les preuves s'accumulaient, les emails au joaillier, les virements louches, et maintenant l'enregistrement de l'appel d'Élise, une bombe à retardement que j'avais savamment amorcée. Mais au milieu du chaos, un appel inattendu, du procureur adjoint, un certain Moreau, voix rocailleuse comme du gravier de la Loire. Madame Lefebvre, nous avons besoin de votre témoignage. Et de la bague. Pour l'enquête. J'acceptai un rendez-vous à son bureau, rue de Saigon et ironie coloniale, cette artère nommée pour un passé sanglant. Le bâtiment, un hôtel particulier réquisitionné, puis la bureaucratie, dossiers empilés, café froid dans des gobelets en plastique. Moreau, la cinquantaine bedonnante, me serra la main avec une poigne ferme. Votre courage est admirable, madame. Mais attention, les Duval ont des connexions. Ancien du quai, juge à la retraite. Ça pourrait se retourner. Je hochai la tête, sortant la bague de son écrin de velours, la pierre noire captant la lumière comme un œil maléfique. Prenez-la. Mais publiez tout. Le meurtre colonial, les complicités françaises. Pas de deal en sous-main. Il promit, et en sortant, je sentis un frisson, étais-je en train de réveiller des fantômes plus grands que les Duval? Des ombres de l'Algérie française, ces guerres sales que la République préférait oublier sous ses arcades haussmanniennes. De retour au Marais, Claire m'attendait avec un plateau de fromage et un bordeaux de Bergerac. Tu es une furie, Serette, dit-elle en riant, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Nous dînâmes sur le balcon, les cloches de Saint-Paul sonnant leur vespérale. Et maintenant? La vente aux enchères? J'acquiesçai, Christie avait confirmé pour le 10 décembre, sa loi d'Esdon, avec estimation à 4 à 6 millions. Les fonds iraient à une ONG algérienne pour la préservation des sites miniers ancestraux, un geste expiatoire pour les péchés de mon sang. Mais la nuit apporta des ombres. Un bruit à la porte, je sursautai, le cœur en tambour, attrapant le pistolet. Rien, juste le vent dans les volets. Pourtant, le lendemain, un bouquet anonyme arriva, des roses noires, avec une carte, la malédiction te rattrapera. Élise, depuis sa cellule provisoire à Fresnes? Ou pire, un allié?
Je jetai les fleurs dans la poubelle, mais le doute s'insinua, venimeux. Les audiences préliminaires commencèrent une semaine plus tard, au palais de justice de l'île de la Cité. Je témoignai en première, robe noire sobre comme un deuil, la voix ferme racontant non ma mort trop invraisemblable, mais les menaces, les aveux. François, menotté à côté de sa mère, évitait mon regard, Élise, elle, me fusillait des yeux, lèvres pincées en une ligne rouge. Mensonge. Cette fille est folle, cracha-t-elle quand son tour vint. Le juge, une femme aux lunettes sévères, la fit taire d'un marteau sec. Au dehors, une foule, militants anticoloniaux avec pancartes restituer nos trésors, journalistes affamés, badauds parisiens friands de drame. Un œuf vola même, visant Élise lors du transfert raté, éclaboussant un flic. Paris se délectait, cette ville qui dévore ses enfants comme une ogresse. Entre deux sessions, Laurent m'invita à déjeuner au Procope, le plus ancien café de la ville, où Voltaire avait jadis insulté l'Église. « Tu es une héroïne, dit-il, levant son verre de Chablis. » Mais ses yeux pétillaient d'autre chose en ambition, peut-être attirance. Je souris, détournant, juste une survivante. Nous parlâmes du prochain article, le journal de grand-père, avec sa révélation explosive. Les Duval voleurs, pas les Lefebvre. Ça inverse tout. Il nota, et en partant, glissa, fais attention. J'ai entendu des rumeurs, un accident pourrait arriver avant les enchères. Le avertissement me glaça. Ce soir-là, je renforçai les verrous, dormis avec le pistolet sous l'oreiller. Rêve hanté, ma gorge entaillée, Élise riant avec la bague au doigt, François pleurant du sang. Réveil en sueur, Claire me secouant, un appel anonyme. Une voix déformée, abandonne, ou ta sœur paie de point. La peur se cristallisa. Claire, cette innocente prof de littérature à Rouen, n'avait rien à voir. J'annulai ses visites, l'envoyant chez nos cousins à Honfleur. Seul, je devins parano, regard dans le métro ligne 1, ombre dans les ruelles du Marais. Un soir, rentrant d'une réunion avec l'ONG algérienne des activistes fiers, aux accents chantants, me remerciant pour la pierre, je sentis une présence. Pas de pas, juste un frisson. À l'angle de la rue des Rosiers, une silhouette encapuchonnée surgit, un couteau luisant. Instinct de survie ou de ma vie passée? Je sortis le pistolet, tirant en l'air. Le bruit assourdissant dispersa la foule, l'assaillant fuyant dans l'ombre. Sirène hurlante, police accourant, un SDF ramassé, mais pas l'homme. Tentative d'intimidation, conclut l'inspecteur, un moustachu fatigué. Lié au Duval? Probable. Le lendemain, l'incident fuitait dans la presse, héritière du diamant maudit attaqué. Complot des Duval? Laurent en fit sa une, et les ennuis s'accrurent pour eux. Élise, inculpée pour tentative de meurtre, vit sa caution refusée, François, coopérant pour un deal, balança des détails sur les dettes prêts mafieux italiens via la Côte d'Azur. La famille s'effritait comme un croissant rassis. Pourtant, au cœur de la tourmente, un moment de doute. Visite à François en prison, à la santé ce bastion gris où Hugo avait fantasmé des évasions. Derrière la vitre, il semblait vieilli, les traits tirés. Marie. Je regrette. Tout. Maman m'a manipulé depuis l'enfance. La bague, c'était son obsession. Moi, je t'aimais vraiment. Ses larmes coulaient, et pour un instant, je revis notre lune de miel à Saint-Tropez, rire sur la plage rose. Trop tard, murmurai-je. Tu m'as laissé mourir. Il sursauta, mourir? Qu'est-ce que? Je raccrochai le combiné, le laissant avec le mystère. Mon secret de résurrection, trop lourd même pour la vengeance. Les enchères approchaient, et avec elles le climax. Christie s'envoya un expert armé pour escorter la bague protocole pour artefacts sensibles. Je passai la veille à l'hôtel Bristol, suite Empire avec vue sur les champs. Téléphone muet, sauf un message de Moreau, enquête avance. Preuve solide contre Élise. Mais un témoin clé, le joaillier, qui avoue le recel. La nuit fut agitée, rêve de diamants saignants. Matin du 10 décembre, Paris enneigé, flocons dansant comme des confettis macabres. À la salle Wadesdon, lustre de cristal, public en costume sombre, collectionneurs, représentants algériens, journalistes en civil. Le marteau tomba, 5,2 millions d'euros, adjugé à l'ONG. Applaudissements, flash, et moi, au premier rang, sentant le poids s'envoler. Mais le twist frappa comme un coup de théâtre cornélien. En sortant,
Moreau m'attira à part, on a trouvé ça dans les papiers d'Élise. Une lettre jaunie, 1925, signée de mon grand-père, à la famille Duval, voleur de sang berbère. La pierre vous maudira. Non, lecture précise, la pierre avait été volée par les Duval à mon aïeul, un ingénieur honnête, et le meurtre était leur œuvre. Élise descendait d'assassins, pas moi. La vengeance, mal orientée, se retournait. Riant aux éclats dans le froid, je réalisais, j'avais libéré non seulement la pierre, mais moi-même. Les Duval paieraient pour leurs péchés ancestraux, et moi, je renaîtrais vraiment. Le procès des Duval s'ouvrit en janvier 2024, sous un ciel de Paris plombé comme l'âme d'un Hugo en exil. Le palais de justice, ce monstre gothique croûtant d'histoire, avala la foule, familles endeuillées d'Algérie via visioconférence, activistes des banlieues avec kéfiers et pancartes, et la jet-set parisienne venue pour le spectacle car en France, la justice est un opéra, avec juge en toge et avocat en plaidoyer lyrique. J'étais témoin star, cité à comparaître en tête, ma robe grise un armure de deuil inversée. Élise, amaigrie en tailleur bleu marine et dernier bastion de son chic, me foudroya du regard quand j'entrai dans la salle des assises. François, à ses côtés, semblait un fantôme, costume mal taillé, yeux cernés comme des trous noirs. L'accusation lisait les chefs, tentative de meurtre sur personne, moi, nommé pour la première fois publiquement, recel d'artefacts volés, blanchiment via Luxembourg. Les preuves défilaient comme des diapositives d'un film noir, l'enregistrement de l'appel, les expertises gémologiques, les relevés bancaires montrant des flux vers un compte des antiquités. Mon témoignage fut un scalpel. Madame Duval me harcelait pour la bague depuis notre mariage. Pour la sécurité, disait-elle. Mais c'était pour la vendre, pour effacer ses dettes. Je décrivis les menaces, l'attaque à la rue des Rosiers et l'assaillant identifié comme un ex-boxeur payé par un intermédiaire du joaillier. Pas un mot sur ma mort passée, trop fantastique, même pour ces murs imprégnés de drames sorciens. Mais j'ajoutais le piquant et le passé colonial. Cette pierre porte le sang d'un berbère assassiné par la famille Duval en 1925. Mon grand-père l'a récupérée par justice, au péril de sa vie. Un murmure parcourut la salle. L'avocat d'Élise, un requin aux cheveux gominés nommé Maître Lemoine, bondit, objection. Spéculations historiques sans fondement. Mais le juge, une septuagénaire aux yeux d'acier, leva la main, admis comme contexte. La défense pourra contredire. Et ils essayèrent, experts embauchés pour nier l'origine, mais mes archives fournies par Laurent et l'ONG tinrent bon. Le journal de grand-père, authentifié par un historien du CNRS, c'est là le coup, les Duval ont tué pour cette pierre. Leur lignée est maudite. Élise craqua au 3e jour. Sous le feu croisé des questions, avez-vous commandité le poison? Niez-vous les menaces? Elle hurla, oui, j'ai voulu la bague. Pour sauver mon fils, pour effacer la honte de cette famille pourrie. Silence de mort, puis chaos, son avocat la fit taire, mais le mal était fait. François, interrogé après, choisit la lâcheté, maman m'a forcé. J'ignorais le poison. J'aime Marie. Un sanglot théâtral, mais les jurés, ces Parisiens ordinaires, bouchers de la Villette et profs de la Sorbonne restèrent de marbre. Les pauses étaient des cirques, cafés bondés autour de la place Dauphine, où les badauds disséquaient le drame comme un foie gras. Elle est machiavélique, cette Élise, chuchotait une vieille en imperméable. Mais la gamine, courageuse. Claire, venue me soutenir, me serrait la main, finissons en Marie. Pour de bon. Et Laurent, en coulisses, préparait le livre, Le diamant de sang, vengeance parisienne. Offre d'avance juteuse, mais je déclinai, ma vie n'était pas un best-seller. Les rebondissements pleuvaient. Un témoin surprise, la stagiaire de François, une brune ambitieuse nommée Sophie, jurant qu'il avait pleuré des nuits entières après l'incident. Il voulait divorcer, mais sa mère. Le moine en fit un cirque, amour contrarié. Mais ça humanisa François, semant le doute chez certains jurés. Puis, le coup dur pour moi, un rapport psychiatrique sur Élise, révélant une folie cupide héritée et grand-oncle suicidé après scandale colonial. Sympathie naissante? Non, le procureur Moreau riposta avec des témoignages algériens, famille ruinée par les mines françaises, voix brisée via Zoom, cette pierre a détruit nos vies. Justice. Au milieu, une décision controversée, je refusai un deal secret proposé par Moreau. Allégé contre François, 6 confessions pleines, murmura-t-il dans un couloir lambrissé. Élise seule offrait. Je refusai, non. Ils paient tous les deux. Pas de demi-mesure.
Claire fronça les sourcils, c'est cruel, Marie. Il t'aimait, à sa façon. Cruel? Oui, et c'était le point. La vengeance française est ainsi, impitoyable comme une grève SNCF, éternelle comme la tour Eiffel. Le verdict tomba le 28 février, après 3 jours de délibéré. Salle comble, tension palpable comme avant une tempête sur la Manche. Le président, voix grave, Élise Duval, coupable de tentative de meurtre et recel. 20 ans ferme. Cri étouffé, Élise s'effondrant en hurlements, monstre. Tu m'as volé ma vie. Menotté, traîné dehors, son regard me transperça haine pure, mais vaincu. François, coupable de complicité. 5 ans, avec sursis partiel pour collaboration. Il baissa la tête, brisé. En sortant, nos yeux se croisèrent enfin, pardon muet? Regret? Je haussai les épaules, tournant les talons vers la lumière du dehors. Libéré, mais marqué. Les médias me couronnaient de vengeresse de Paris, mais les nuits étaient hantées, cauchemar de la baignoire, de la gorge tranchée. Claire me traîna en thérapie, un cabinet cosy du 5e, où une psy freudienne disséquait mon trauma refoulé. Vous parlez comme si vous étiez morte, nota TL un jour. Je ris, presque. Le printemps revint, fleurissant les quais. L'ONG envoya des photos, la pierre au musée d'Alger, exposée avec plaques restituées par justice. Les fonds finançaient des écoles en Kabylie. Satisfaction? Partielle. François sortit après 6 mois, assigné à résidence à Deauville sous bracelet électronique. Il m'écrivit, pardonne-moi. Je vends tout pour rembourser. Je brûlai la lettre, mais gardai l'étincelle, peut-être, un jour. Élise, en appel, lança une contre-attaque, diffamation contre moi, arguant folie post-traumatique. L'affaire traîna, mais je contre-attaquai avec un avocat le même que l'ONG, révélant plus de secrets familiaux, un cousin Duval impliqué dans l'opium d'Indochine. La presse s'emballa, dynastie du crime, les Duval dévoilés. Au cœur de ça, une controverse, des éditos dans le Figaro accusant mon acharnement de wokisme excessif, ravivant les plaies coloniales pour un gain personnel. Je répondis dans une tribune au Monde, la vengeance n'est pas woke, c'est justice. Pour les morts oubliés, berbères ou français. Polémique, débats enflammés sur CNews, où des chroniqueurs tonitruants me traitaient de femme fatale normande. Claire et moi partîmes en retraite à Honfleur, maison familiale au volet bleu. Balade sur l'estuaire, huîtres et cidre. Et maintenant, demanda-t-elle un soir, étoile au-dessus de la mer je vis, répondis-je. Designer freelance, commande pour des robes vengeuses soie noire, coupes acérées. Laurent devint amant occasionnel, nos nuits parisiennes un feu d'artifice intellectuel. Mais le climax final guettait. En mai, appel d'Élise rejeté, condamnation confirmée. Elle tenta le suicide en pilules avalées, sauvé in extremis. François, libéré, vint me voir incognito au marais, barbe naissante, casquette basse. Marie. Je divorce. Officiellement. Et je témoigne contre les restes de la famille. Ses yeux imploraient. Je fermai la porte doucement, va guérir ailleurs. La vengeance achevée, le vide s'installa. Pas de triomphe hollywoodien, juste une paix âpre, comme un café noir sans sucre. Paris, ma complice, m'accueillit à bras ouverts, nouveaux amis dans les cercles anticoloniaux, invitation à des dîners au Sénat. Mais la bague absente à mon doigt pesait encore symbole d'un amour mort, d'une vie volée. L'été 2024 enveloppa Paris d'une chaleur moite, comme un linceul tropical rappelant les colonies perdues. Les platanes des boulevards larguaient leurs feuilles jaunies prématurément, et l'air vibrait de la rumeur des fontaines asséchées. Pour moi, c'était l'après, un vide élégant, meublé de routines nouvelles. Mon atelier du Marais bourdonnait de commandes robes vengeresses pour des femmes d'affaires, inspirées des toges romaines mais taillées en soie rebelle. Claire, rentrée à Rouen, m'envoyait des colis de camembert et de nouvelles, Élise fait appel à Strasbourg. Ridicule. François, ce spectre, avait disparu à Deauville, vendant la villa de Neuilly pour éponger les dettes. Des rumeurs, il bossait comme pêcheur sur l'Almanar, bar hirsute et regret en bouteille. Une carte postale arriva un jour, effleurée, je vis pour expier. Pardonne un jour? Je la rangeai dans une boîte, avec les lettres de menaces jaunies reliques d'une guerre finie. Élise, elle, pourrissait à Fleury-Mérogis, cette prison laboratoire des banlieues où les bourgeoises tombent bas. Visite refusée, mais des fuites, elle écrivait un mémoire,
la malédiction familiale, mon combat contre les ombres coloniales. Ironie suprême, la vipère se victimisait, blâmant le wokisme et ma folie. Laurent Henry dans un café du Palais Royal, ton procès a lancé une mode, confession carcérale. Best-seller potentiel. Nous couchâmes cette nuit-là, corps entrelacés comme des vignes de Bordeaux, mais au matin, il partit pour un reportage à Dakar. Sur les mines, grâce à toi, murmura-t-il. Baiser d'adieu, ou au revoir? Ma vie se recentrait, dîner avec l'ONG algérienne, voyage à Alger pour l'inauguration de l'expo Trésor restitué. La pierre trônait dans une vitrine blindée, éclairée de spots chauds, avec mon nom gravé, don de Marie Lefebvre, en mémoire des oubliés. Les activistes, ses frères et sœurs d'injustice, m'embrassèrent comme une reine, tu as brisé les chaînes. Larmes, tagines épicées, et une nuit sous les étoiles du Sahara proxy via un camp éducatif financé par les fonds. Là, sous un ciel infini, je pleurais enfin, pour le berbère anonyme, pour mon grand-père héros méconnu, pour la Marie morte noyée dans une baignoire de luxe. De retour, une controverse finale, procès en diffamation intenté par un cousin du Val lointain, alléguant atteinte à l'honneur familial. Audience express au tribunal de grande instance, où mon avocat, une Amazone aux talons aiguilles, démolit l'accusation avec les archives CNRS. Honneur? Les Duval n'en ont pas depuis 1925. Rire dans la salle, jugement en ma faveur. Le cousin, humilié, se retira en marmonnant. Twist ultime, murmuré par Moreau lors d'un apéro au comptoir du Relais, Élise avoue tout. Dans une lettre à François. Le poison était pour toi, oui, mais pas la noyade, c'était son idée à lui, pour couvrir le vol et point. Mon sang se glaça. François, mon amour pantin, initiateur du geste fatal. La lettre, scellée, m'attendait au commissariat. Main tremblante, je l'ouvris, mon fils, protège-toi. J'ai tout fait pour toi, mais elle nous a eus. La malédiction. C'est elle, la pierre vivante. Non. La malédiction était l'avidité, transmise comme un virus français. Je brûlai la lettre dans l'évier, flamme bleue léchant le papier. Adieu, Duval. Automne revint, feuille d'or sur la Seine. J'ouvris une galerie dans le 3e, héritage libéré, exposant des artefacts restitués, robes inspirées de motifs berbères. Vernissage bondé, clair, Laurent de retour d'Afrique, même Sophie l'ex-stagiaire, repentit avec un toast, il regrette. Profondément. Je souris, sans amertume. Une nuit de novembre, marche solitaire sous la pluie fine. Pont des Arts, cadenas d'amour brisé jeté dans la Seine par décret municipal. Là, souvenir de notre cadenas à François et moi, gravé éternel 2022. Fondre au fond, peut-être. Je jetai une pièce dans l'eau, vœu muet, renaissance vraie. Élise mourut en décembre, crise cardiaque en cellule ou poison auto-administré. Rapport contradictoire, mais je sus, la malédiction l'avait rattrapé. François assista aux funérailles, seul, puis disparut vraiment à Canada, disaient les ragots, pour recommencer. Moi? Vivante. Épanouie. La vengeance, ce opéra sanglant, s'achevait en aria douce, parimienne, secret déterré, cœur cicatrisé. La bague n'était plus, à sa place, un tatouage discret sur l'annulaire, un diamant stylisé, noir et libre. Pour les morts, pour les vivants. Fin. Ou début. Car en France, les histoires ne meurent jamais, elles se réincarnent, plus fortes, dans les pavés éternels.